Donc, bonjour, bienvenue à cette formation sur les camps de jour municipaux et la gestion de risque ainsi que le soutien qui peut vous être offert pour avoir un camp de jour de qualité. Cette formation-là est offerte par l'Association des camps du Québec ainsi que le réseau des URLS et elle est soutenue par le gouvernement du Québec. Dans le cadre des formations, en fait, là, on vous offre ces formations-là pour rendre un projet dynamique puis rendre du contenu accessible, qui est la trousse de l'élu en loisir. Donc, cette trousse de l'élu en loisir, ça se trouve sur le site éluloisir.com où vous êtes d'ailleurs inscrit pour cette formation-ci. Et en fait, là, le site, n'hésitez pas à aller fouiller, c'est plein de contenus super intéressants sur comment développer le loisir municipal et comment pouvoir offrir de meilleurs services aux citoyens. Donc, je vous présente tout de suite Anne-Frédérique et Audrey. Je vous laisse débuter et bonne formation tous. Merci beaucoup, Audrey. Bienvenue à tous et à toutes. Audrey et moi, on est vraiment contentes d'être avec vous ce soir pour une formation qu'on veut être le plus dynamique possible. Peut-être que c'est la première fois que vous suivez une formation avec l'Association des camps, avec le réseau des URLS, mais on n'est pas... En tout cas, on n'a pas la réputation d'être bien plate, ça je vous le dis. Fait que ça va être un mercredi soir qui se veut le plus dynamique possible, malgré un sujet qui peut-être pour vous n'a pas l'air si dynamique que ça. Mais je vous le dis, là, la gestion des risques en camp de jour, en fait, les camps de jour municipaux, vous allez voir, il y a quelque chose là-dedans qui est bien, bien le fun à jaser. C'est tout sauf plate. Donc, je vais vous partager tout de suite mon écran. Donc, voilà mon PowerPoint. Je passe ça à l'instant. Donc, on s'en va dans un bloc, appelons ça de contenu, mais qui va se vouloir quand même très dynamique, vous allez voir. Donc, les camps de jour municipaux, un service essentiel pour les familles. Je suis convaincue qu'en sortant de cette formation-là, vous allez comprendre pourquoi c'est un service essentiel pour les différentes familles de vos municipalités. Je commence avec une série de questions. Je n'ai pas tout de suite les réponses, mais vous allez voir. Que doit faire un animateur si un enfant lui demande de l'essuyer aux toilettes? Est-ce qu'un animateur peut aider un enfant de 5 ans à se mettre de la crème solaire? Une petite fille demande à son animateur ce qu'est une pipe. Est-ce qu'elle l'explique? Un animateur voit un enfant se masturber dans les vestiaires. Comment intervient-il? Ma question qui tue, déjà pour commencer, est-ce que vous êtes capable, vous comme élu ou vous comme direction générale d'une municipalité, de répondre à 100% à ces questions-là sans hésiter? Ces 4 questions-là, c'est des questions qui peuvent avoir l'air choquantes, mais qu'on demande au quotidien à chacun de nos animateurs en camp de répondre comme ça fly. Il faut qu'ils sachent quoi répondre. Ça, c'est leur quotidien. Et souvent, on leur demande d'intervenir dans des situations comme ça alors qu'ils ont 14, 15, 16 ans, qu'ils ont parfois pas beaucoup d'heures de formation derrière la cravate et des fois qu'ils n'ont pas toute la maturité nécessaire pour intervenir dans des situations comme ça. Donc, si vous ne savez pas la réponse de toutes ces questions-là, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que nos jeunes de 15-16 ans les aient sans formation? Peut-être pas. Et c'est là où, dans la formation d'aujourd'hui, on va voir certains concepts qui vont vous aider à peut-être lever des flags dans votre municipalité pour peut-être venir corriger certaines choses pour pouvoir intervenir adéquatement et surtout gérer les risques de notre municipalité pour que notre service soit le plus sécuritaire de qualité, que ce soit un service essentiel vraiment reconnu par vos citoyens. Donc, je me présente, Anne-Frédérique Morin, je suis directrice générale adjointe de l'Association des camps du Québec. Je suis à la Sécu depuis 6 ans. En fait, à la Sécu, je m'occupe du volet interne, donc de la Sécu, mais administratif, surtout juridique. Je suis juriste de formation, donc c'est pour ça un peu que quand je donne de la formation, j'ai un angle un peu plus axé sur les aspects légaux, la gestion des risques. C'est ma spécialité à la Sécu, ce qui fait en sorte que des fois, je vais adresser des situations qui sont pas, c'est pas ce qu'on entend dans les camps de jour, c'est pas ce qu'on entend dans la société en général, mais c'est ce qui nous aide comme gestionnaire ou comme élu, des fois à prendre des décisions, d'avoir un petit peu plus de contexte
pour pouvoir décider si on agit de la bonne façon au niveau du camp de jour. Donc, l'Association des camps, je vous ai juste mis une petite slide là, pour vous dire qu'est-ce que c'est. Mais nous, on est une association qui, on regroupe en fait des camps un peu partout au Québec. Je sais qu'il y a des municipalités qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont membres chez nous. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. On offre une panoplie d'outils. Audrey va en mentionner certains à la fin de la formation. Dans le fond, on collabore avec le réseau des URLS, avec les 17 régions, pour pouvoir accompagner les camps vers, disons, l'atteinte d'un service de grande qualité. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas membre chez nous, que vous n'avez pas un service de qualité. Ça ne veut pas dire ça pantoute, mais ça veut juste dire que nous, on aide les camps qui sont membres chez nous à avoir un service sécuritaire et de qualité pour tous les camps. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, en fait, c'est de comprendre, et là, peut-être que vous allez paniquer en voyant ce mot-là, mais ne paniquez pas. On va voir un peu c'est quoi la responsabilité civile, parce que ça vient vraiment nous aider à comprendre c'est quoi la gestion de risque en camp. Comme élu ou comme direction générale, vous n'avez pas vraiment le choix d'avoir ce chapeau-là de gestionnaire de risque. C'est ça votre mandat, c'est ça votre travail. Vous avez cette responsabilité-là. Et la responsabilité civile, c'est la clé là-dedans. Donc, on va expliquer un petit peu en quoi ça a trait, mais surtout avec des cas très, très concrets. Donc, ça ne sera pas juste un grand concept. On va regarder un petit peu l'importance de la gestion des risques. On va surtout identifier des moyens de prévention, parce que c'est ça, en fait, on ne veut pas juste dire qu'il y a plein de risques partout. On veut dire qu'il y a des façons de gérer ces risques-là et qui sont simples, souvent beaucoup plus simples que ce qu'on pense. Mais il faut quand même qu'on voit qu'il y ait des risques. Puis, à la fin de tout ça, bien, Audrey va pouvoir dresser avec vous là, une liste des outils et aussi des partenaires pour vous aider dans la gestion du camp. Donc, des outils que vous allez pouvoir référer vos gestionnaires sur le terrain, vos techniciens, vos coordos qui gèrent le camp, mais aussi pour tous les services de loisirs, parce que c'est des outils, en fait, qui peuvent aider dans plein de sphères du loisir là, et du sport également. Je vous ai mis quelques slides avant de commencer sur des statistiques sur les camps. Je vais les passer très rapidement, mais c'est toujours une bonne chose de savoir c'est quoi les camps au Québec. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir un tout petit camp sur votre territoire, puis qu'il est plus ou moins important. On a 30 enfants, on a 20 enfants, on a 10 enfants de 5 à 12 ans. C'est quoi ce camp-là par rapport à tous les camps au Québec? Est-ce qu'on est dans la norme au niveau de nos salaires? Est-ce qu'on devrait avoir un coordonnateur? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un coordonnateur? Bref, je vous ai mis quelques statistiques. Je ne les expliquerai pas avec vous, mais vous les aurez dans le PowerPoint pour pouvoir vous y référer à la suite de ça. Mais vous allez y retrouver quand même le nombre de sites, le nombre d'enfants inscrits sur les différents sites de camps de jour municipaux au Québec, le nombre d'animateurs, les coordonnateurs, et des statistiques sur les prix et sur les heures de formation qui sont offertes. En fait, j'avais besoin de vous poser cette question-là parce qu'on n'a pas tous la même conception de qu'est-ce qu'un camp de jour en général. On n'a pas tous la même vision, puis c'est tout à fait correct. Ce qui est important, c'est que la vision que vous mettez en place dans votre municipalité, bien, elle se reflète aussi dans les services sur le terrain. Donc, ça, pour vous, ça va être important. On vous suggère une définition qui, pour nous, ce n'est qu'une suggestion. Là. Vous pouvez l'adapter comme vous le voulez. La définition que la Sécu suggère, ou en tout cas que moi, je vous suggère, c'est un programme de loisirs qui est axé sur le plaisir. Vous l'avez nommé plusieurs fois, le plaisir, qui permet aux participants de développer et d'approfondir des apprentissages dans un contexte de vacances sécuritaires et ludiques. Des vacances. On n'est pas à l'école. C'est très différent un camp de jour de l'école. On n'est pas dans la même forme d'apprentissage, mais on peut quand même apprendre des choses au camp de jour, que ce soit dans un contexte social différent, on se fait des amis différemment, on apprend des nouveaux jeux, des nouveaux sports, on est en contact peut-être avec la nature pour la première fois, si on est dans une école qui est peut-être dans un milieu plus urbain, puis on a accès à des parcs plus facilement dans un contexte de camp de jour qu'à l'école. On apprend différemment, mais on le fait dans un cadre qui est sécuritaire et ludique. Donc, sécuritaire, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même des enfants. Et souvent, j'utilise cette expression-là, mais c'est des enfants encadrés par des grands enfants. Vous l'avez nommé, des ados, c'est une job d'ado. C'est aussi pour eux que c'est un apprentissage, que c'est de l'approfondissement même d'apprentissage. Parfois, c'est leur première job. Donc,
Des jeunes enfants encadrés par des grands enfants, ben, ça fait des risques, mais ça peut être aussi une super belle expérience dans un contexte sécuritaire et ludique. Vraiment, là, je pense que ces mots-clés-là, plaisir, apprentissage, sécurité, ludique, vacances. On reste quand même dans un cadre de vacances. Ce n'est pas l'école et ce n'est pas la prison, le camp de jour. Il faut se sortir ça de la tête. Les enfants peuvent avoir vraiment du grand plaisir à aller au camp de jour, même tout l'été, même tous les jours. Qu'est-ce qui encadre le loisir au Québec? Santé, sécurité au travail, code civil, non-CNSST, milieu inclusif, accès à l'eau potable. Sur la diapo suivante, en fait, il y a beaucoup de choses qui encadrent le milieu du loisir, le milieu des camps au Québec. Donc, tout d'abord, bon, il y a le droit constitutionnel. Je ne vous ferai pas un cours de droit constitutionnel, inquiétez-vous pas, même si c'est bien le fun. Il y a les chartes canadiennes et québécoises. La charte québécoise nous importe vraiment plus pour nous. Là, c'est beaucoup plus important, notamment parce que c'est elle qui va nous dire c'est quoi les facteurs qui sont prohibés de discrimination. Vous avez un travail, vous le savez peut-être, on ne peut pas refuser, par exemple, à l'embauche quelqu'un parce que c'est une femme. Ou on ne peut pas refuser à l'embauche quelqu'un parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle provient d'un autre pays précisément. Donc, ça, c'est des facteurs de discrimination qui sont prohibés par la Charte québécoise. Et le secteur du loisir, en fait, est aussi soumis à la Charte. Donc, quand on a un camp dans un contexte de loisir, bien, on ne peut pas discriminer en fonction de ces facteurs de discrimination-là, que ce soit, je ne peux pas refuser à l'inscription un jeune parce qu'il est noir, par exemple. Je ne pourrais pas faire ça. Mais je ne pourrais pas faire ça si l'enfant présente un handicap. C'est la même chose. Donc, ce sont des facteurs de discrimination qui sont prohibés par la Charte québécoise des droits et libertés. Et c'est bien important, on le sait, on va en parler un petit peu plus tard, au niveau des demandes d'accompagnement, des demandes d'intégration, au niveau des clientèles à besoins particuliers, bien, c'est la Charte qui vient encadrer ça. On a le code criminel et le code civil. On croise les doigts pour ne jamais gérer le code criminel dans un contexte de camp. On espère ça. Le code civil, on le gère tous les jours dans un contexte de camp parce que c'est dans le code civil qu'on va retrouver la responsabilité civile. Je vais vous revenir avec ça. Il y a plein de lois qui touchent le milieu du loisir, les normes du travail, la sécurité dans les bains publics, dans les transports, la sécurité dans les sports. Il y en a plein des lois qui touchent de proche ou de loin le milieu du loisir. Il y a des règlements aussi, sécurité dans les bains publics, règlements sur la fête nationale. Il y a des codes, le code du travail si jamais on est syndiqué, les codes de déontologie, et il y a aussi des normes. Dans tout ça, c'est plein de lois ou de règlements que le gestionnaire de loisirs doit appliquer au quotidien dans sa gestion de programmation. Tous les jours, quand il programme quelque chose, il doit avoir en tête ces choses-là. Je ne suis pas sûre que c'est toujours le cas. Pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des choses qui sont plus importantes et que des fois, on va passer à côté, soit parce qu'on ne le sait pas ou parce qu'on va un peu trop vite. Parce qu'au Québec, c'est quand même facile de passer à côté des choses parce que, en fait, il y a plein de lois qui vont encadrer indirectement le camp, mais il n'y a vraiment aucune loi qui encadre précisément le loisir. Donc, il n'y a aucune loi qui encadre le camp précisément. Au Québec, si vous voulez ouvrir un camp, vous-même comme individu, vous avez le droit. Il n'y a pas de permis pour ouvrir un camp. N'importe qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime voir, mais c'est quand même ça la réalité. Qui fait en sorte que parfois, quand on crée un camp, on va rapidement, on va vite. On veut avoir des jeunes, on veut accueillir des enfants, mais on ne va peut-être pas réfléchir à 100% des choses parce qu'il n'y a pas vraiment de guide pour nous aider, parce qu'il n'y a pas de permis pour ouvrir un camp au Québec. Dans tous les outils qu'on va vous présenter plus tard, c'en est des outils pour vous aider à rien oublier dans votre gestion des risques en camp, mais pour nous, c'est quand même quelque chose qui est un peu problématique dans la gestion de risque, le fait qu'il n'y ait pas de permis. Comme une garderie. Une garderie, si on veut en opérer une, il faut demander un permis. Mais pendant l'été, si vous voulez accueillir des jeunes, ben, on n'a pas d'obligation de faire des démarches. Et c'est quelque chose qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de risques qui sont moins bien gérés pendant l'été avec ces clientèles-là. Donc, la responsabilité civile.
En fait, la responsabilité civile, c'est quelque chose de très, très simple, mais on a l'impression que c'est comme un concept pas palpable. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des cours de droit, mais c'est peut-être pas la lecture de chevet que vous avez là, sur le côté de votre lit avant de vous coucher, des dossiers de responsabilité civile. Pourtant, c'est très intéressant. Je vous pose la question et j'aimerais voir des pouces. Ça, c'est des termes qui sont utilisés pas mal dans le milieu juridique. Là, fait que peut-être que vous ne serez pas familier avec tout ça, mais quand même, si un mineur commet une faute sous la responsabilité de l'animateur, ce dernier et son employeur ne sont pas tenus de réparer le préjudice causé s'ils n'ont pas commis de faute. Vrai, faux? Je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Autre question. Si l'animateur a commis une faute dans le cadre de ses fonctions, l'employeur n'est pas tenu de réparer le préjudice. L'animateur est le seul responsable. Vrai ou faux? Donc, on va y revenir avec un petit peu plus de réponses pour ça. En fait, là, je vous ai mis de la théorie, là, mais la responsabilité civile, c'est très simple. En fait, c'est que dans la société, on a à respecter des règles. Si jamais on ne les respecte pas, puis que ça crée un dommage, ça se peut qu'on soit obligé de réparer ce dommage-là. C'est simple comme ça. La responsabilité civile, c'est qu'on suit les règles. Si on ne les suit pas puis que ça crée un dommage, il va peut-être falloir qu'on le répare. Ça ne veut pas dire qu'on va être 100% obligé de le réparer, mais ça se peut qu'on soit obligé de le réparer. Il y a plusieurs façons de les réparer, ces dommages-là. Il y a plusieurs types de dommages, mais en gros, c'est ça la responsabilité civile. Si jamais j'ai quelqu'un qui est à ma charge, qui commet une faute, ça se peut que je sois obligé de réparer ce dommage-là. Ça se peut. Ça se peut aussi que je ne sois pas responsable. Ça se peut que ça soit 100% l'enfant qui soit responsable. Ça se peut aussi que ça soit 100% l'employé qui soit responsable, si moi je suis son employeur. Mais ça se peut aussi que je sois en partie responsable et que je doive réparer la faute commise. Donc, la responsabilité civile, il y a des concepts clés qui sont importants. C'est qu'il nous faut une faute, il nous faut un dommage, puis il nous faut un lien entre les deux. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple. C'est l'exemple que j'utilise le plus pour pouvoir l'expliquer parce qu'il est très imagé, très facile à comprendre. Dans toutes mes formations, Benjamin, c'est toujours mon enfant coquin. Okay? Parce que toutes les mises en situation que je vous explique, on les a tous vécues pour de vrai, mais je ne vais pas nommer personne. Ça serait plat. Et Benjamin est toujours mon nom fictif. Et Goglu est toujours mon animateur coquin également. Donc, dans cette histoire-là, Benjamin arrive au camp et la première activité de la journée, c'est le soccer. Donc, Goglu explique l'activité. Ils s'en vont jouer. Benjamin arrive pour botter le ballon et à la place de botter le ballon, il pile sur le ballon et il se tourne le pied. Donc, Benjamin a mal, sauté sur le bord du terrain pour sortir du terrain. Goglu le retire du jeu, l'assoit, le fait se reposer, applique un peu de glace. Après 15 minutes, Benjamin a plus mal. Il n'y a pas de signe vraiment de rougeur. Tout va bien, il ne se plaint pas. Et donc, il y a un retour au jeu qui se fait. Goglu retourne au jeu, Benjamin. Fin de la situation. Je vais revenir après pour vous expliquer tout ce qui s'est passé dans cette situation-là. Mais 2 ans et 11 mois plus tard, le camp de jour reçoit une mise en demeure. En fait, Benjamin a été refusé dans une académie très poussée de soccer parce que son niveau n'est pas assez élevé. Ses parents, en fait, indiquent qu'il n'a pas pu atteindre ce niveau-là parce qu'il y a une blessure à la cheville qui date de cette journée-là au camp de jour. Et donc, les parents poursuivent le camp de jour pour dommages et intérêts parce que Benjamin a eu une blessure qui a mal été guérie, en fait, qui a mal été soignée par Goglu là, sur le terrain. Et donc, ça a causé plusieurs dommages au fil des ans, notamment de ne pas pouvoir rentrer dans l'académie de soccer. Ma première question, pourquoi 2 ans et 11 mois plus tard? En fait, c'est que le délai de prescription pour une poursuite en responsabilité civile, 3 ans. Donc, des documents d'inscription, des documents de fiches santé, on conserve ça minimalement 3 ans. C'est bien important. Que ce soit des rapports d'accident, que ce soit des fiches de traitement, que ce soit, peu importe votre paperasse, on conserve ça 3 ans au minimum. C'est toujours une bonne pratique. Si vous pouvez les conserver plus longtemps sous clé de façon confidentielle, c'est encore mieux. En ce qui a trait au dossier des employés, on conserve ça tout le temps. Tout le temps. On ne jette jamais ça.
dossiers d'employés, on ne jette jamais ça. Mais des dossiers au niveau des inscriptions, un minimum de 3 ans, c'est une très bonne pratique. Puis vos assureurs vont vous aimer si vous faites ça. C'est très pratique. Donc, on a la situation suivante. Benjamin a eu une blessure. Ça serait quoi ici notre faute? Dans une cause de responsabilité civile, là, les parents déposent une poursuite. Il nous faut une faute, il nous faut un dommage, puis il nous faut un lien entre les deux. Ce serait quoi la faute ici? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça pourrait être? Avoir averti le parent, un retour au jeu, Oui, pas avoir avisé le parent. effectivement, ça pourrait être des fautes, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres fautes aussi, d'autres types de fautes? Un rapport d'accident, incident, mauvais terrain. Ne pas avoir noté l'événement, ne pas avoir consulté un docteur. C'est toutes des très bonnes réponses. J'aime ça. En fait, vous avez 100% raison. Vraiment, les gens qui écrivent dans le chat, ce sont toutes des fautes potentielles qui pourraient arriver. Dans la situation ici, ce serait quoi le dommage qu'on pourrait regarder, qu'on pourrait voir là, dans la situation? Quel type de dommage on peut voir avec la situation de Benjamin? Mal de cheville. Effectivement, il y a une blessure corporelle, il y a un dommage corporel. Dans ce cas-ci, c'est relativement évident, mais il pourrait aussi avoir un dommage psychologique au sens où peut-être que ça, de ne pas avoir pu se développer à ce point-là, de ne pas avoir pu rentrer dans l'académie de soccer dû à cette blessure-là, peut-être que ça a diminué son estime de lui. Bref, peu importe, dans cette situation-là, c'était un dommage corporel, mais il y a d'autres types de dommages qui peuvent exister également. Fait que là, on aurait plein de fautes potentielles, on aurait un dommage potentiel, puis il nous faut un lien entre les deux pour une cause de responsabilité civile. Je reviens au début de mon histoire, puis je vous l'explique de A à Z pour être sûr que vous compreniez bien après ça où est-ce que je vais aller. Dans la situation, Benjamin a été retiré du jeu, puis Goglu, il a fait exactement ce qu'il avait été formé pour faire. C'est-à-dire qu'il a regardé la blessure, il a documenté le fait d'avoir retiré Benjamin du jeu, d'avoir appliqué de la glace, puis il a noté les observations. Donc, Benjamin s'est tourné la cheville, il n'y a pas d'enflure, on a mis de la glace, il y a du repos. Après 15 minutes, il n'y a rien sur la cheville, Benjamin ne se plaint pas et il ne s'est pas replaint de la journée. Goglu a tellement bien fait son travail qu'à la fin de la journée, il a même noté sur le registre de traitement qu'il a avisé les parents. Donc, il est allé voir à la table de présence les parents pour dire « Benjamin s'est tourné le pied ce matin, il ne s'est pas replaint de la journée, mais juste si jamais il dit quelque chose ce soir, peut-être de porter une attention particulière à ça. » C'est tout. Il a même fait un suivi aux parents. Donc, Goglu, il a fait exactement son travail. Il a tout fait dans sa formation, ce qui lui avait été donné en formation. Il a fait tous ses suivis adéquatement. Effectivement, il n'est pas médecin. Ce n'est pas nécessairement à lui de déterminer s'il doit avoir un médecin ou pas. Par contre, il a fait un suivi auprès des parents en indiquant tout ce qui avait été fait et il l'a documenté adéquatement selon les procédures du camp. Donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'on a une faute? Ce serait difficile de trouver une faute dans ce cas-ci. En fait, dans la situation qui nous occupe, il avait tellement bien fait son travail, puis il avait tellement bien documenté les choses et ce n'était pas compliqué, bien, la plainte, elle n'a pas été reçue parce que le juge n'a pas été capable de trouver qu'il y avait une faute. Donc, dans une cause de responsabilité civile, il nous faut une faute, un dommage, puis un lien de causalité. S'il manque un des trois, on ne peut pas avoir une cause. Et dans ce cas-ci, il n'y avait pas de faute. Je retourne ma situation. On a vu dans le chat le terrain. Goglu aurait pu faire tout ce qu'il fallait dans sa procédure, mais peut-être qu'il y avait un trou dans le terrain de soccer. C'est à qui d'inspecter le terrain avant l'utilisation? C'était-tu à Goglu de le faire? Est-ce que c'est aux travaux publics de le faire? Est-ce que c'est je ne sais pas, l'association de soccer qui s'occupe du terrain, peut-être qu'il n'a pas remarqué qu'il y avait un trou, mais que c'est prêté par, c'est prêté à la ville. Bref, c'est à qui de vérifier ce type de choses-là? Est-ce que le matériel était adéquat aussi? Ça, c'est tous des types de fautes qu'on voit quand même dans le milieu des camps. Les fautes qui sont matérielles, donc des risques matériels, des risques environnementaux au niveau du terrain,
mais aussi au niveau de la météo. Est-ce qu'on est sorti en plein milieu d'une grande averse? Peut-être que c'est normal que Benjamin ait glissé sur le terrain puis qu'il ait pilé sur le ballon à la place de le botter. Ça se pourrait, ça, si on est allé jouer au soccer à la grande pluie. Donc, c'est tous des types de fautes qu'on pourrait retrouver. Je suis étonnée, il y en a une qui n'est pas ressortie et c'est souvent la première, la négligence. Est-ce que Goglu aurait été négligent? Est-ce que Goglu était en train de texter sur son téléphone pendant que le jeu avait lieu? Est-ce que Goglu n'était pas attentif ou est-ce qu'il n'était pas présent pendant qu'on jouait au soccer? Ça se peut. Peut-être qu'il était en train de texter quelque chose à sa coordo. Est-ce que c'est de la négligence? Ça, c'est une autre chose. Mais quand je vous disais là, un lien de causalité entre les deux, on a une faute potentielle. Peut-être que Goglu est en train de texter. On a un dommage. Benjamin s'est tourné le pied. Il s'est fait mal à la cheville. Est-ce qu'on est capable d'établir un lien de causalité clair entre le fait que Goglu texte et que Benjamin s'est tourné le pied? Peut-être plus difficile. Et ça va être dur pour le juge d'établir ça hors de tout doute, là. Vraiment très difficile. Donc, dans une cause comme ça, il nous faut une faute, il nous faut un dommage, il nous faut un lien entre les deux. Votre job à vous, votre chapeau de gestionnaire, votre chapeau d'élu, c'est de vous assurer qu'il n'y ait pas de faute ou que si jamais il y a une faute, bien, on diminue les conséquences de cette faute-là. En fait, qu'on mette en place une panoplie de moyens pour éviter les accidents ou diminuer les conséquences d'un accident. Parce que la responsabilité civile, c'est toujours une question de moyens, mais ce n'est pas une question de résultat. Ça va être votre phrase clé. C'est quoi les moyens qu'on met en place pour éviter des accidents? Ce n'est pas juste un moyen, c'est pas juste. Ça, c'est dans toutes les situations. Là, je ne vous parle pas juste du camp, je ne vous parle pas juste du loisir, je vous parle de toutes les situations dans la société en général, en responsabilité civile. C'est quoi les moyens qu'on met en place? Puis on va en voir plusieurs aujourd'hui ensemble. Ça n'a pas besoin d'être des moyens qui sont compliqués, mais c'est des moyens, c'est une superposition de moyens qui font en sorte que bien, s'il arrive des accidents, parce que des accidents, je vous le dis, il va toujours en arriver. On n'est jamais à l'abri de sortir de chez nous puis de se tourner le pied. On ne veut pas que ça arrive, mais est-ce que j'ai mis des bons souliers pour ne pas me tourner le pied? Est-ce que j'ai mis du sel la veille pour pas que ça glace avant de sortir? Donc, quels moyens je mets en place pour éviter les accidents? En fait, c'est l'appellation, avant on appelait ça agir en bon père de famille. Peut-être que ça vous sonne une cloche. Maintenant, on ne dit plus ça. C'était une appellation un peu datée quand même. Maintenant, on appelle ça agir en personne prudente et raisonnable. Et moi, j'ajoute toujours aussi tenir compte du contexte. Parce qu'on n'agira pas toujours de la même façon selon le contexte, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas toujours prudent et raisonnable. Et prudent et raisonnable, ça, c'est toujours comme citoyen, comme organisateur, comme participant, comme spectateur. On doit toujours agir avec prudence et être raisonnable. C'est ça la responsabilité civile et c'est ça qui va vous amener à mettre en place des moyens, à soutenir vos gestionnaires pour qu'ils mettent des moyens qui sont efficaces, mais qui sont aussi réalistes à votre contexte à vous. Ce n'est pas parce que la municipalité d'à côté organise son camp de jour d'une façon, avec des procédures de X, Y, Z, pour que vous, ça soit exactement la même chose. Votre camp, il ne sera pas pareil, vos animateurs ne seront pas les mêmes, vous n'aurez peut-être pas le même nombre d'enfants, vous n'avez peut-être pas le même lieu, vous n'avez peut-être pas de lac. Bref, la gestion des risques ne se fera pas de la même façon. Par contre, vous pourriez vous inspirer des choses qui se font ailleurs pour venir peut-être modifier certaines de vos pratiques, mais c'est toujours important de garder ce chapeau-là de gestionnaire de risque pour que votre service essentiel soit le plus sécuritaire possible. Ça, je vais vous le redire vraiment souvent. Et là, c'est le moment de vous faire des mises en situation très réalistes. Je vous ai dit que ce n'était pas juste du contexte, en fait, des concepts pas très, en fait, très, très théoriques. Là. On va dans le très concret pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus la réalité de ce qui se passe sur votre terrain. La municipalité n'a pas de piscine sur son territoire. Un animateur souhaite faire profiter à son groupe de la piscine de ses parents qui est située à un coin de rue du camp. Est-ce que c'est possible de faire ça? Qui serait responsable en cas d'accident?
la municipalité, la direction du camp de jour, l'animateur, les propriétaires de la piscine. Ce serait quoi les moyens pour prendre, en fait, qu'il faudrait prendre pour prévenir les risques dans cette situation-là si vous décidez d'aller de l'avant et de faire cette activité-là? En fait, dans ce cas-ci, on va dire que c'est semi-possible. Okay? Des gens qui n'aimeraient pas ça que je dise ça, là. Mais si jamais on est capable de faire, en tout cas, je vais vous donner tout ce qu'il faut mettre en place, mais ça pourrait être possible. Ce ne serait pas un non catégorique, mais ça serait difficile de se rendre vers le oui. Si jamais je réussis à me rendre vers le oui, c'est qui serait responsable en cas d'accident selon vous? Si jamais il y a un groupe d'enfants qui s'en va se baigner dans une piscine privée, donc qui serait responsable? Vous pouvez l'écrire dans le chat. En fait, dans ce cas-ci, dans la diapo suivante, là, je vous indique appelons ça une ébauche de réponse. En fait, s'il y a un accident qui survient et que le règlement n'a pas été suivi, toutes les personnes suivantes pourraient être en partie responsables. Donc, l'animateur, si l'animateur a demandé la permission et qu'il n'a pas nécessairement respecté toutes les règles, bien, il pourrait être en partie responsable. La direction du camp, donc soit la direction générale ou la coordination des loisirs, la municipalité comme entité et également les propriétaires de la piscine. En fait, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que pour se rendre vers le oui, il faut d'abord et avant tout suivre la loi. Je vous ai donné cet exemple-là parce que je reçois beaucoup cette question-là. Dans plusieurs petits milieux ruraux, un peu partout au Québec, on manque d'accès à des points d'eau. Malheureusement, les accès sont généralement privés, que ce soit en rivière, en lac, même pour le fleuve, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de piscines municipales sur le territoire. C'est souvent très long se rendre en autobus dans la piscine municipale la plus proche. Et donc, on manque de points d'eau, on manque de points de fraîcheur dans les moments de canicule pendant l'été. Et on a beaucoup de résidents qui ont des super belles piscines et c'est plein de bonne volonté qui veulent rendre accessible ce lieu de baignade-là. On aimerait ça, pouvoir le rendre accessible. Par contre, pour ce faire, il faut absolument qu'ils respectent la loi. Ça veut dire qu'il faut qu'ils respectent le règlement sur la sécurité dans les bains publics. Là, il y a des gens qui me disent « Oui, mais là, c'est des bains publics. Nous, c'est un bain privé. On n'a pas à respecter cette loi-là. » Du moment qu'on accueille ce qu'on appelle le public, un groupe de camp de jour, c'est du public, l'entité, le bain, devient public. Et donc, on est obligé de respecter la loi le règlement sur la sécurité dans les bains publics, ce qui veut dire qu'il vous faut un sauveteur. C'est pas qui a un sauveteur à disposition comme ça pour sa piscine privée. Si oui, j'aimerais bien ça. Là, vous le prêterez à vos voisins autour, c'est bien sécuritaire. Mais puis vous le laisserez aussi à la municipalité parce qu'on en cherche des sauveteurs. Il faut aussi du matériel. Il vous faut une planche dorsale. Il vous faut une grosse trousse de premiers soins qui est très exhaustive. Il faut que la piscine aussi respecte l'aménagement. Je pense qu'il faut un point noir dans la section la plus profonde. Il faut que l'échelle soit à une bonne distance du plongeon. Bref, c'est vraiment pas les mêmes règles que pour une piscine privée. Il y a très peu de piscines privées qui vont réussir à respecter cette loi-là. Et malheureusement, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de pouvoir accueillir des groupes publics dans un bain privé. Si jamais il arrive un accident, ce serait vraiment très plate et la municipalité pourrait être en partie responsable, sinon en totalité responsable. Donc, on vous inviterait à ne pas accepter ce type de demande-là, à moins qu'on réussisse à vraiment prévenir et à trouver avec les moyens de prévention de réussir à respecter toutes les procédures. Mais je pense qu'il faut se poser ces questions-là aussi pour les accès à l'eau comme les lacs, les rivières et le fleuve. C'est pas parce qu'on n'a pas d'accès public qu'on ne peut pas y avoir accès. Un lac n'est pas une piscine. C'est très différent pour l'aménagement. Il y a peut-être moyen de trouver une solution. Je pense que ça vaut la peine de poser plus de questions puis de ne pas nécessairement fermer la porte tout de suite. On a besoin d'avoir des accès à l'eau puis de chercher des solutions pour permettre aux enfants, mais aussi à la population générale de se baigner, mais sécuritairement. Donc, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est de peut-être remettre votre chapeau de gestionnaire de risque, remettre vos lunettes de gestionnaire de risque et de poser des questions. Avant de dire oui, avant de dire non,
poser des questions, ça vaut toujours la peine. Deuxième mise en situation. Un enfant se plaint à son animateur depuis le début de la journée d'un mal de tête. L'animateur, qui sait que les parents de l'enfant ont donné leur autorisation pour des médicaments en vente libre, décide de lui en donner 2. Il en garde toujours dans son sac à dos en cas de besoin. Comment on peut gérer les risques ici? Est-ce que la procédure qui vous est présentée est pour vous conforme? Est-ce que c'est une bonne façon de gérer les risques? Sinon, comment on peut les gérer? En fait, je vous mets également ici une ébauche de réponse. En fait, dans ce cas-ci, au niveau des médicaments, même si l'animateur est bien intentionné, il ne devrait pas procéder exactement de cette façon-là. D'abord et avant tout, que ce soit des médicaments en vente libre ou que ce soit des médicaments par prescription, on va toujours demander une autorisation écrite des parents. Ça, c'est toujours. C'est important de l'avoir. Ensuite, si ce sont des médicaments, il faut toujours que ce soit des médicaments qui proviennent de la famille, qui viennent de l'enfant. Donc, on ne va pas fournir nous-mêmes nos médicaments. Donc, le camp ne devrait pas avoir une réserve de médicaments. Là, je parle de camps de jour municipaux, là, bien sûr. On ne devrait pas avoir de médicaments, même si c'est des médicaments en vente libre. Je vous donne un exemple. Je suis l'animatrice et j'ai un petit pot là, de Tylenol dans mon sac. Je le sais que Benjamin a l'autorisation de prendre des médicaments en vente libre. Je sors mon petit pot de Tylenol. Et moi, dans mon petit pot de Tylenol, dans la vie, là, j'ai aussi des Gravol, j'ai aussi des Benadryl, j'ai des Advil. J'ai plein de médicaments dans mon propre petit pot. Je suis la personne la mieux intentionnée, mais au final, je finis par lui donner un Benadryl sans regarder. C'est pas la même réaction que si je lui avais donné un Tylenol. Donc là, moi, comme animatrice, je viens de me placer dans une position que je n'aurais pas dû me trouver en donnant un médicament qui n'est pas celui de l'enfant. Je ne devrais pas être dans cette situation-là. On ne veut pas placer nos animateurs là-dedans. Donc, on va toujours demander aux parents de fournir les médicaments de leurs enfants. Et ça se fait très facilement. Si l'enfant a besoin d'avoir des Tylenol, au début de l'été, le parent va donner un pot de Tylenol à la coordination, là, à la table des présences, et on va le conserver dans un endroit sécuritaire, comme on ferait avec des médicaments avec prescription. Et il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, c'est très intéressant. On va vérifier dans un cas de médicament en vente libre, puisque ce n'est pas un médicament qui est pris de façon régulière, bien, on ne sait pas s'il y a un médicament qui a été pris le matin. Donc, si jamais l'enfant à 10 heures le matin a mal à la tête et qu'il nous demande des Tylenol parce qu'il est migraineux, bien, on va faire un appel aux parents. On veut savoir, est-ce qu'il en a pris le matin même? Parce que si jamais il en a pris, ah ben oui, super, je vais lui en donner à midi s'il a encore mal à la tête. Ah non, il n'en a pas pris ce matin, parfait, je vais lui en donner maintenant et je le note. Comme ça, on a une trace écrite et j'ai fait la validation avec les parents pour être sûr de ne pas donner une deuxième dose. C'est une procédure qui est extrêmement simple à mettre en place et qui vient gérer vos risques de A à Z. Puis, la gestion des médicaments effraie beaucoup les gestionnaires de camp. On sent que c'est un risque qui est difficile à contrôler, on a peur, ça reste quand même des choses qui peuvent avoir des effets importants si jamais on ne donne pas les bonnes doses et tout ça. Et pourtant, c'est très simple à gérer avec une procédure où est-ce que les rôles sont bien listés, on conserve adéquatement et sécuritairement les médicaments. Il n'y en a vraiment pas de problème. Les camps qui sont membres à la Sécu, là, on donne des outils là, pour pouvoir gérer une genre de procédure, un gabarit de procédure. Ça aide beaucoup, mais vraiment, c'est très, très simple à appliquer et ça ne devrait pas nous faire peur. Puis, ça ne devrait pas non plus stresser les animateurs parce que c'est très bien géré. Quand je vous dis de conserver une trace écrite, ben, quand je vous parlais de la plainte, en fait, de la poursuite en dommages et intérêts, ben, c'est pour ça qu'on va garder des traces aussi. À la fin de la semaine, c'est aussi très satisfaisant de pouvoir voir que si Benjamin avait des médicaments prescrits, puis que j'ai 5 fois le nom de Benjamin, c'est très sécurisant de voir ça. Si jamais j'ai 4 fois le nom de Benjamin, est-ce qu'il est venu 4 jours ou 5 jours cette semaine? Là, on va voir, il est venu 4 jours cette semaine. OK, super. Super. Mais ça, c'est sécurisant de pouvoir faire cette vérification-là pour être sûr qu'on n'oublie pas, qu'on ne passe pas à côté, qu'on a bien mis une alarme sur notre téléphone et ça se gère très facilement. Troisième et dernière petite mise en situation, la direction du camp de jour souhaite proposer une nouvelle activité dans sa programmation, la traversée du lac en radeau. Chaque groupe construira son propre radeau et pourra effectuer une course pour traverser le lac.
Est-ce qu'une telle activité est possible en camp de jour? Qu'est-ce qu'on devrait prendre en compte pour la planifier? D'abord, est-ce que pour vous, c'est une activité qui est possible en camp de jour municipal? C'est une des choses que j'aime le moins entendre maintenant, c'est on ne peut plus rien faire dans les camps maintenant. C'est pas vrai. On peut faire beaucoup de choses encore, puis je pense qu'on se freine un peu trop vite des fois. On peut faire vraiment plein d'activités. On le sait, là, en camp de vacances, des fois, on a des tyroliennes de 200 pieds, puis on les fait avec des jeunes cocos qui ont des fois des besoins particuliers. On est capable d'en faire des activités à risque. Par contre, il faut qu'on mette en place des moyens juste pour gérer adéquatement ces risques-là. Une activité comme celle-là pourrait se faire en camp de jour municipal, je ne veux pas dire sans problème, mais pourrait très bien se faire et elle se fait. On a eu des questions comme ça il y a quelques années, puis on a trouvé plein de solutions pour faire cette activité-là qui se fait encore à ce jour dans ce camp-là et qui se fait dans plusieurs autres camps. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais la première chose, c'est de ne pas dire non si ça vient de vos animateurs. Dites-leur pas non tout de suite. On va regarder, on est-tu capable de faire cette activité-là? Peut-être qu'il va y avoir des contraintes, peut-être que ça ne sera pas exactement ce qu'il y avait en tête, mais on va peut-être être capable de la faire quand même. Et qu'on va regarder, est-ce que c'est une activité qui est adaptée à tout le monde? Traverser le lac en radeau, je peux-tu faire ça avec mes 5-6 ans? Peut-être pas. Ou peut-être pas de la même façon que je vais le faire avec mes 10-12 ans. On va peut-être faire une activité à 2 ou à 3 niveaux. Est-ce que j'ai de l'aide des adultes? Est-ce que j'ai des animateurs ou des parents bénévoles qui vont pouvoir nous aider là-dedans, des commerçants ou des partenaires de notre milieu qui vont pouvoir nous aider? C'est quoi que je m'en vais traverser? Je m'en vais traverser le lac Saint-Jean, le fleuve, l'étang? Qu'est-ce qu'on traverse? Est-ce que j'ai une petite carte topographique qui pourrait me dire si c'est extrêmement creux ou bien si je peux marcher dans le fond de l'eau en traversant le lac? Ça va être quoi notre trajet? Notre trajet, est-ce que je le traverse de bord en bord ou bien on fait un trajet sur le côté pour justement pouvoir être dans des parties moins profondes, puis je vais mettre des balises. C'est quoi les normes de l'industrie? Je m'en vais faire une traversée en radeau. Est-ce qu'il y a une fédération sportive qui pourrait m'aider là-dedans? Canot, kayak. Il y a peut-être des règles de sécurité dans les courses nautiques qui pourraient nous aider à pouvoir baliser un petit peu plus notre activité. C'est quoi aussi le matériel puis les formations que je vais donner? Est-ce que c'est mes animateurs qui vont clouer toutes? Est-ce que le matériel qu'on va utiliser, c'est des vieilles branches ou est-ce que c'est des vieux 2x4 avec des clous rouillés ou bien c'est du matériel qui nous est fourni en, je veux dire, la quincaillerie du coin qui nous donne des rebuts, mais qui sont qui sont neufs, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui vont vous aider à déterminer si votre projet est réaliste. Est-ce qu'il y a des petites adaptations que je dois faire? Une fois que vous avez monté votre activité et que vous êtes prêt, on fait un appel aux assureurs pour leur dire qu'on va faire ça. Et ça, peut-être qu'ils vont vous dire je ne suis pas sûre. Mais il faut que vous alliez avec vos assureurs, avec la confiance de je veux faire ça, j'ai mis en place des mesures de sécurité, puis je suis prêt à faire cette activité-là. Si vous arrivez à vos assureurs en disant je ferais peut-être cette activité-là, mais peut-être que ça ne marchera pas, c'est sûr qu'ils vont vous dire non. Ça, c'est sûr. Vous avez l'air risqué. Vous n'êtes pas sûr de vous. Il faut avoir l'air, il faut que vous ayez fait vos devoirs avant d'appeler vos assureurs. Mais si vous êtes bien préparé et que vous avez répondu à ces questions-là, ben, il n'y aurait pas beaucoup de raisons de vous dire non. Définitivement, les assureurs, ça gère des risques. Si vous êtes des bons gestionnaires de risques, ça peut fonctionner des activités comme ça. Et ça peut être le fun de faire des activités comme ça qui sortent de l'ordinaire dans le camp et de ne pas juste faire des activités. Je ne dis pas que le bricolage, c'est plate. Au contraire, ça peut être très, très le fun. Mais si on en fait chaque période de chaque journée, ça peut être un peu long. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus. Je pense que si vous mettez, encore une fois, vos lunettes de gestionnaire de risque, vous êtes capable de gérer ces risques-là. Vous êtes capable de poser des questions qui sont adéquates à vos gestionnaires municipaux, soit à vos directions générales. Juste une petite question. Hey, as-tu pensé à ça? Ou, hey, j'ai vu que vous alliez faire ça dans la programmation. Avez-vous appelé l'URLS pour savoir s'ils ont tel outil, par exemple? Juste de poser 2-3 questions sur la gestion des risques. C'est votre responsabilité de poser ces questions-là puis de penser à ces choses-là sans nécessairement les bloquer dans leur projet en leur disant non, mais en les soutenant puis en leur posant un petit peu plus de questions. Donc, ça, c'est
une question que je veux que vous posiez dans votre tête à vous, là, c'est quoi vos risques dans votre camp de jour? Vous avez toutes des réponses qui vont être différentes. Ça se peut que vous pensiez à votre plan d'eau qui n'est pas tant sécuritaire ou que vous n'êtes pas trop sûr de l'aménagement. Ça se peut que vous pensiez aussi à la route provinciale qui est en face de votre camp, puis que les enfants doivent traverser, mais qu'il n'y a pas de traverse, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu de signalisation pour traverser. J'en ai une à côté de chez moi, puis je le vois quand je vais traverser cette route-là tous les jours de l'été parce que le parc est de l'autre côté. Mais c'est une route provinciale. Comment on gère ce risque-là? C'est un gros risque dans un camp de jour municipal. Vous en avez de tout type. Je vous en ai listé quelques-uns. En fait, votre travail à vous, c'est peut-être d'en faire ressortir quelques-uns puis de les questionner. Pas nécessairement de questionner pour empêcher la tenue du camp. Ce ne serait vraiment pas l'objectif ici, définitivement, mais de peut-être faire ressortir avec quelques questionnements là, auprès de votre direction générale pour voir si ces risques-là sont gérés adéquatement ou s'il y a peut-être d'autres moyens qu'on peut mettre en place. Les plans d'eau, c'est définitivement un des plus grands risques en loisirs, que ce soit baignade, lac, rivière, jeux d'eau, des accidents, des noyades, il y en a à chaque été, malheureusement. On essaie de les éviter au maximum. La meilleure façon de prévenir ça, c'est définitivement avec une surveillance. Si on a une surveillance qui est un sauveteur, bien, on diminue de, je ne me souviens plus des statistiques de la Société de sauvetage, mais c'est presque 95 ou 98 les chances de noyade. Donc, définitivement, d'avoir une surveillance, c'est la meilleure chose. Les transports et les déplacements, c'est vraiment un très grand risque dans nos municipalités et des fois, on le minimise, mais que ce soit la grande route, que ce soit l'autobus, que ce soit on fait des déplacements à pied, en vélo, il y a des skidoo, ben là, c'est sûr qu'il y a moins de camps l'hiver, mais il y a quand même des camps l'hiver, mais il y a des 4 roues, il y a des motocross, il y a beaucoup d'automobiles qui viennent porter leurs enfants, qui quittent, qui rentrent dans un stationnement, qui ne font pas leur stop. Bref, on a aussi des clientèles vulnérables. C'est un très grand risque dans une municipalité. En fait, les clientèles vulnérables, les risques sont décuplés. Ils vivent les mêmes risques que les clientèles non vulnérables, mais au final, les risques, les conséquences de ces risques-là sont beaucoup plus grands pour ces clientèles-là. Clientèle vulnérable, c'est aînés, enfants, participants à besoins particuliers, clientèle défavorisée. Et un dernier grand risque qu'on oublie vraiment beaucoup, c'est la paperasse. Nos contrats, nos ententes, nos sous-traitants. Est-ce que tout ça est bien ficelé? Est-ce qu'on a déjà réouvert l'entente avec l'école qui date de 79, là, puis qu'on a toujours eu cette entente-là, mais que finalement, l'école apporte même plus le même nom que ce qui est écrit dans l'entente? Ça, je vous dirais qu'on en voit quand même souvent de ça quand on fait les visites d'inspection dans les camps. Les contrats qui sont des fois avec un terrain de camping, par exemple, parce qu'on vient profiter de la piscine pendant l'été, mais le contrat ne nous dit pas grand-chose à part le prix. On a juste le prix de location, mais on ne sait pas c'est quoi les consignes de sécurité. S'il arrive quelque chose, c'est qui est responsable, c'est qui s'occupe de, par exemple, de la surveillance dans les vestiaires, c'est qui s'occupe de la surveillance autour de l'eau, c'est quoi le point de rencontre si jamais il arrive quelque chose. Souvent, on n'a pas ça dans les contrats, dans les ententes. Des fois, c'est même un reçu de caisse qu'on a, sans plus. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça. Juste, on pourrait peut-être avoir un petit peu plus de choses dans ces ententes-là pour nous aider justement à répartir les rôles et les responsabilités. La paperasse, je vous dirais que c'est le volet qui est le plus négligé dans le volet des camps. Pas parce qu'on ne veut pas le faire, c'est souvent par manque de temps. Souvent, on fait le camp, on arrive, on est au mois de mai, on s'en va en embauche, on fait ça rapidement, on fait de la formation, on fait les inscriptions des enfants, puis là, on s'en va en camp, puis go, 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 on anime. À la fin de l'été, ben, on tombe en programmation d'automne, puis on repart la roue. On a peu de temps de préparation, puis je vous dirais qu'à l'automne, à l'hiver, ça peut se préparer le camp. On peut regarder 1 ou 2 documents pour le mettre à jour. Ce n'est pas nécessaire de refaire toute la roue de ça, mais peut-être s'il y en a un qui vous saute là, au visage, un que vous avez en tête, l'entendre peut-être avec le camping. Peut-être que celui-là, on pourrait le regarder plus en détail. En fait, dans tous ces grands risques-là, ce qui les relie systématiquement dans votre municipalité,
La seule activité de loisir où est-ce qu'on retrouve ces 4 grands risques-là systématiquement, c'est votre camp de jour. Vous ne retrouverez pas nécessairement ça dans vos comités de bénévoles. Vous ne retrouverez pas nécessairement ces 4 grands risques-là dans vos activités de cours sportifs. Vous ne retrouverez pas nécessairement ça dans vos offres à la bibliothèque, par exemple. Mais dans le camp de jour, pas mal systématiquement, vous allez retrouver ces 4 grands risques-là. Et je suis pas mal certaine que ça ne doit pas être la partie du loisir. En fait, ça ne doit pas être la partie de la municipalité qui reçoit le plus de budget, le camp de jour. À moins de vraiment, je serais bien surprise. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une des parties de votre programmation qui a le plus de risques. Il faut en être conscient. Et c'est là où est-ce que les moyens pour venir sécuriser un peu plus ça et des moyens qui sont vraiment faciles à mettre en place pour venir vous aider à répondre aux questions que vous vous posez peut-être depuis le début de la formation. Des moyens pour prévenir ces risques-là et des moyens matériels. On fait une vérification des lieux, on fait une vérification des équipements, début, milieu, fin de l'été. Ça dépend de votre réalité. Ça pourrait être tous les lundis qu'on vérifie les lieux. On a un petit document, on fait un suivi. C'est fait, ça prend 10 minutes. Pas plus compliqué que ça. Un moyen de prévention, le moyen humain. Je pense que je ne le redirai jamais assez dans toutes les formations, je le dis, là, mais former adéquatement du personnel, c'est la meilleure façon de gérer vos risques. Vous ne pourrez pas gérer mieux que ça vos risques en ayant des employés qui sont formés, des employés qui sont plus à même d'intervenir dans un cas d'accident, parce qu'on le sait, il va en avoir des accidents, c'est quand même des enfants dans un camp, il va en avoir. Mais peut-être que le risque va diminuer si nos animateurs sont bien formés pour pouvoir bien réagir et sécuriser les lieux. Donc, du personnel formé adéquatement, qui vont connaître aussi leur poste, qui vont pouvoir programmer des activités qui sont adaptées à la clientèle, de ne pas faire des jeux pour les 10-12 heures, mais que finalement, je le fais pour mes 5-6. Peut-être que le jeu ne sera pas adapté ou que le matériel non plus choisi ne sera pas le bon. Et tout ça passe par la formation du personnel. Il y a des formations qui se donnent un peu partout, que ce soit avec vos URLS, donc les unités régionales de loisirs et de sport, là, on les nomme depuis tantôt, mais avec vos URLS, l'Association des camps, on donne la formation également. Il y en a plein dans vos réseaux, des organismes qui donnent la formation, puis de la bonne formation aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes une petite municipalité avec 2, 3, 4, 5 animateurs que vous ne pouvez pas leur donner une formation qui est adéquate, puis qui va permettre d'encadrer sécuritairement les enfants pendant l'été. Un moyen facile, l'environnement. Dans quel environnement je vais jouer? Est-ce que le terrain, en fait, est-ce que les lieux autour du camp sont adéquats pour jouer? Ou bien, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une demande au terrain, par exemple, de l'école, ou peut-être qu'il y a un terrain qui est plus adéquat et que nous ne sommes pas propriétaires, puis que c'est un terrain privé, mais qu'on pourrait louer pendant le restant de l'été pour avoir accès parce que la ville n'a peut-être pas de terrain adéquat pour pouvoir animer. Et organisationnel, les moyens de prévention là-dedans, là, c'est de réviser les ententes, juste de les relire pour voir, sont-elles encore à jour? Y a-t-il des choses qu'on peut revoir? Est-ce que les personnes qui sont nommées en cas d'urgence sont encore les bonnes? Des fois, on a des gens qui sont nommés puis qui sont plus à l'emploi de la municipalité depuis plusieurs années. Donc, ça ne nous aide pas non plus. Les numéros de téléphone ne sont plus les bons. On veut avoir quand même des documents et des procédures qui sont à jour. Et ça, à la Sécu, c'est quelque chose qu'on insiste beaucoup. C'est super d'avoir des bonnes procédures terrain. Si elles ne sont pas écrites et pas connues du personnel, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est un moyen qui est très simple pour pouvoir prévenir les accidents ou minimiser les conséquences. Il y a un facteur humain que je n'ai pas nommé, qui est la vérification des antécédents judiciaires. C'est un moyen parmi tant d'autres pour prévenir les accidents, pour prévenir des incidents. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait cette vérification-là, la personne, puis qu'elle n'a pas d'antécédents, que cette personne-là n'aura pas des comportements inappropriés. Ça ne veut pas dire ça, mais c'est un des moyens parmi tant d'autres qu'on va mettre en place pour pouvoir sécuriser un peu plus notre milieu. Il y a plusieurs façons de procéder pour la vérification des antécédents judiciaires. Il y a des milieux, des fois, qui sont un peu démunis par rapport à la procédure. Est-ce que je fais affaire avec les plumitifs de la ville? Est-ce qu'il y a
le poste de la SQ me dit que je ne peux pas faire affaire avec eux. Le poste de la ville ne m'aide pas du tout. Il y a des compagnies privées, mais ça coûte très cher. Si vous ne savez pas, là, vos agents camp de jour dans les URLS, puis l'Association des camps, là, on a des réponses pour vous là-dessus. N'hésitez pas, appelez-nous. On va vous aider là-dedans parce que c'est un moyen qui est très facile à mettre en place, la vérification des antécédents judiciaires, et ça ne devrait pas être très coûteux. Surtout si vous êtes une municipalité, il y a moyen pour vous que ça soit gratuit. Ça, c'est quand même avantageux. C'est assez rare qu'on peut trouver des services gratuits. Profitons-en, encore plus quand c'est aussi utile que ça. Et là, je reviens à mes fameuses questions de départ. Que doit faire un animateur si un enfant lui demande de l'essuyer aux toilettes? Là, avec tout ce que vous avez vu depuis tantôt, est-ce que vous seriez capable de répondre à cette question-là un petit peu mieux? En mettant votre chapeau de gestionnaire de risque, comment on peut gérer les risques dans cette situation-là? Est-ce qu'on l'essuie ou on ne l'essuie pas, l'enfant? En fait, dans tout ça, c'est toujours la gestion des risques, là, c'est est-ce que je vais laisser l'enfant dans cette situation-là à la fin? Non. Je ne vais pas le laisser cette formation-là va être enregistrée, mais je ne laisserai pas cet enfant dans son caca. On va finir par l'essuyer, mais ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Je vais faire des étapes avant pour ne pas me rendre jusque-là, mais ça se peut que je me rende là. Par contre, on va essayer de ne pas se rendre là plusieurs fois dans la même semaine, par exemple. L'animateur, on va d'abord aller chercher quelqu'un d'autre pour avoir un témoin. C'est toujours une bonne chose. Souvent, les animateurs peuvent travailler en duo et ça, c'est très intéressant. Si la personne n'est pas du même sexe biologique, bien, il doit peut-être juste ouvrir la porte de la salle de bain pour avoir quelqu'un qui est dans le cadre de porte, qui entend au moins qu'est-ce qui se passe. On va essayer d'abord d'expliquer la situation. Donc, tu vas prendre un peu de papier, tu vas t'essuyer. OK, il y en a encore sur le papier, jette-le, prends-en un autre. OK, il n'en reste plus. Parfait. Bon, c'est super. Tu as vu comment tu as fait. Demain, tu vas le faire sans moi. Si ça ne fonctionne toujours pas, sous la supervision d'un témoin, idéalement, là, on va aller essuyer l'enfant. On ne va pas laisser l'enfant dans cette situation-là. Ça pourrait être problématique pour lui, avoir une infection, mais on va faire un retour aux parents. Peut-être que ça ne sera pas l'animateur qui va faire ce retour-là, peut-être que ça sera le responsable du camp, mais ça serait important, si on a un enfant qui est dans un groupe, qui n'a pas nécessairement un accompagnateur, bien, ce n'est pas le rôle de l'animateur de faire ces tâches-là, parce qu'il a quand même plusieurs autres enfants à s'occuper et donc ne peut pas faire ces tâches-là pour tout le monde. Mais ce qui est important là-dedans, c'est quoi les étapes que j'ai mises en place pour minimiser les risques? Au final, il y a un risque très grand si l'enfant reste dans son caca. Il y a des risques très grands d'infection. On ne voudrait pas se rendre là. Fait qu'on va mettre en place des choses, mais au final, ça se pourrait que ça arrive qu'on essuie l'enfant, malheureusement. Mais après ça, on va essayer de trouver des solutions pour la suite. Une autre question, pas pire. Une petite fille demande à son animateur ce qu'est une pipe. Est-ce qu'il l'explique? Idéalement, on ne l'explique pas. Ce n'est pas le rôle d'un animateur d'expliquer, de faire l'éducation sexuelle des jeunes. C'est pas à lui de faire ça. Ça le placerait dans une situation très délicate. À 15-16 ans, je ne suis pas sûre que ce jeune-là aurait les bons mots pour pouvoir expliquer ce que c'est. Il est peut-être extrêmement mal à l'aise de se faire poser cette question-là. Je ne suis pas certaine que vous seriez à l'aise, de toute façon, de vous faire poser cette question-là par un enfant. Donc, imaginez un jeune de 15-16 ans. Et par contre, ce qui est important, puis l'animateur peut-être n'y pensera pas, à moins de se faire former pour savoir que ces questions-là peuvent arriver. Il ne faut pas qu'il démonise ces choses-là. C'est quelque chose de privé. On peut rediriger l'enfant vers des ressources. On peut dire, mais tu pourrais poser cette question-là peut-être à la maison ce soir. On pourrait aussi poser la question, tu as entendu ça où? Juste savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui lui a demandé de faire ça? Est-ce que ça vient de la maison? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a entendu entre deux animateurs? Est-ce que c'est juste avoir une idée de où ça vient, puis dans quel contexte elle a entendu ça? Pas pour jeter une pierre, pas pour punir personne, juste pour savoir. Peut-être que l'animateur n'est pas la bonne personne pour poser ces questions-là, peut-être que c'est le responsable, mais on ne veut pas démoniser le comportement.
mais on veut quand même savoir d'où ça vient. C'est sûr que si vous référez aux parents, allez le dire aux parents le soir que cette question-là s'en vient. Parce que sinon, ça se peut qu'ils fassent le saut en titi au souper. Ouais, Goglu m'a dit de te poser la question, c'est quoi une pipe? Ça se peut que le contexte soit vraiment, vraiment différent. D'aviser les parents, c'est toujours une bonne idée. C'est la même chose, je vous ai posé la question au début, qu'est-ce qu'on fait si on voit un jeune qui se masturbe, par exemple, dans les vestiaires? Est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas? On ne veut pas démoniser ces comportements-là. C'est quelque chose qui se fait dans les lieux privés. Il faut le dire à l'enfant. Il ne faut pas le mettre mal à l'aise de ça, mais il faut quand même lui indiquer que ça ne se fait pas au camp de jour parce qu'on ne voudrait pas qu'il soit mal à l'aise par rapport à la sexualité. Mais il faut quand même lui expliquer que ça ne se fait pas dans un lieu public. Et donc, ça, ce sont des choses qu'on voit dans les camps de jour et que nos jeunes ont à dealer avec de façon plus récurrente qu'on pense, définitivement. Et ce sont des jeunes qu'on doit outiller pour pouvoir le faire et pour pouvoir offrir ce service essentiel-là de façon sécuritaire puis de façon, en fait, de qualité. Et donc, je vais le redire une dernière fois, mais former vos animateurs adéquatement, c'est vous offrir, en fait, c'est offrir à vos citoyens un service qui va être de qualité, définitivement. Donc, voilà, c'était ma présentation. Donc, Audrey, je te passe le micro. Merci, Anne. Donc, Anne vous a mis en bouche, dans le fond, la gestion de risque. C'est sûr que ça peut en effrayer certains ce soir, mais sachez qu'il y a plein de ressources qui existent pour vous aider à prendre les décisions, faire des matrices de risque et tout ça, et évaluer les situations, mettre en place différents moyens. Et je vais commencer mon partage ici. Je me présente, Audrey Coutu, je suis coordonnatrice en loisirs à Loisirs et Sport Lanaudière et également chargée de projet au niveau des camps pour le réseau des URLS. Ce qu'est un réseau des URLS, parce qu'on se parle d'aide, Anne a nommé régulièrement donc votre agent URLS. Ce qu'est une URLS, ça a le mandat de mettre en valeur les intérêts collectifs régionaux et provinciaux dans le but d'améliorer l'offre publique en loisirs, en sport, en activité physique et en plein air. On stimule le co-développement avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires locaux, régionaux, interrégionaux parfois, et même provinciaux. Ce que ça veut dire, dans le fond, on travaille 9 principaux thèmes dans les URLS, et celui qui nous intéresse ce soir, c'est les camps de jour. On voit ici, entre autres, ce sont nos 9 principaux thèmes. On a des groupes de travail réseau, donc entre agents URLS également, il y a un partage d'expertise qui se fait pour mieux soutenir nos membres. Ce que votre URLS peut faire pour vous, je vais parler bien sûr des URLS en premier parce que je vais prêcher pour notre paroisse, bien évidemment, aux URLS et à la Sécu, là, en priorité au niveau des camps. Mais pour vrai, c'est des ressources qui offrent de l'accompagnement et du soutien conseil. Ce qui se traduit par, bien sûr, les URLS, sachez qu'il y en a une par région administrative, donc il y a 17 URLS sous le chapeau du réseau. Il y en a un agent. J'ai un homologue de moi je suis dans la Naudière, mais j'ai des homologues donc partout à travers la province qui peuvent venir vous soutenir à travers la gestion des risques, votre offre en 15 jours, la programmation, vos formations, toutes sortes de questions. Autant Anne et son équipe à l'Association des camps que les agents URLS, on est là pour vous épauler là-dedans. Il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a toujours des bonnes questions et des solutions à trouver pour vous aider. Donc, une URLS, ça se traduit comment? C'est qu'on a un partage d'expertise. On peut vous partager des outils, des guides, comme Anne dit. Est-ce que mes protocoles sont bien en place? Est-ce que j'ai les bons? Nous, souvent, on recueille donc ces données-là et on peut vous les transmettre. On fait également, certaines URLS, des offres de formation donc régionales. Sinon, on partage celles de nos partenaires. Par exemple, à l'Association des camps, on a également les formations saveurs qui sont plus loin, Fondation Tremplin Santé qui en offre, etc. Donc, ce sont des partenaires à nous, le programme d'AFA, avec qui on fait la promotion. Et certains en déploient, donc dans les régions. On fait également la promotion de cas de programmes reconnus. Ici, je ne peux pas passer sous silence le cadre de référence des camps de jour municipaux, propulsé par l'Association des camps et l'Association québécoise du loisir municipal, donc par l'AQLM et la Sécu. C'est une guilde qui va venir encadrer tout du moins et mettre des bonnes balises pour vous faciliter donc votre offre de services estival en camp. C'est un programme, c'est un cadre que les agents URLS peuvent vous aider donc à mettre en place dans vos milieux.
Un URLS aussi également, nous organisons souvent des événements régionaux, que ce soit des tables de concertation ou des événements. Donc, par exemple, je sais qu'en Montérégie, on a la journée montérégienne des camps, on a nos droits des camps, il y a des jasons camps également qui se passent. Donc, ce sont toutes des thématiques où on vient aborder des enjeux et des problématiques nommées par les gestionnaires, mais également par les animateurs ou les élus. Donc, on vient ici trouver les bonnes pratiques, tout du moins d'émerger et d'essayer de trouver les bonnes pratiques pour chacun des milieux. Également, à chaque 2 ou 3 ans, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et l'Association des camps, nous réalisons donc les données que Anne vous a parlé au début de la présentation, sont recueillies de leur côté via leurs membres, mais également via les membres et les municipalités dans chacune des URLS pour recueillir des données qui nous donnent des portraits, qui vous donnent des leviers pour voir nos compétitifs ou non question salaire, mais également se comparer en termes de même nombre d'habitants, mon camp versus l'autre. Qu'est-ce que j'ai à améliorer, vers quoi la tendance se porte. Nous avons des outils de campagne nationale de valorisation. Je sais qu'on est en avril. Certains, on parle de pénurie. Je ne sais pas si vous le savez, pénurie de personnel, mais il y a des belles campagnes qu'on peut faire la promotion, qu'on peut aussi également vous aider en les propulsant, donc de manière régionale et également provinciale. Et bien sûr, on fait toujours de la veille stratégique. Certains envoient des communications, soit des infolettes spéciales à chaque 2 mois. Des fois, c'est par courriel, des formations, des journées thématiques, là. Bref, les URLS sont là pour vous soutenir dans vos démarches. Autre ressource ici, j'ai mis en vert toutes des hyperliens, donc la présentation vous êtes partagée ensuite. Là, vous pourrez simplement cliquer vers les pages des ressources que je vous mentionne présentement. Donc, évidemment, au niveau de l'Association des camps du Québec, j'ai parlé du cadre de référence. Et également dans ce beau cadre-là, si jamais vous n'êtes pas membre et que vous vous demandez de caisser, il est accessible gratuitement donc sur le site de la Sécu, sur le site de la QLM également. Et 10 outils sont offerts gratuitement. Ils sont incroyables, ces outils-là. C'est un mince aperçu de la possibilité d'outils que vous pourriez avoir accès si jamais vous devenez membre donc de l'Association des camps pour tendre vers la réussite et être conforme au cadre de référence. Également, il y a plusieurs applications développées par la Sécu et leurs partenaires pour venir soutenir vos animateurs et vos gestionnaires, entre autres Urgence en camp. Hein, on parle de gestion de risque ici, on parle de formation. Urgence en camp est une belle application que l'animateur peut avoir dans ses poches et rapidement pouvoir voir, OK, en termes de blessures, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes étapes? On a aussi Pète ton jeu, qui est un répertoire qui est bonifié à chaque année, donc de milliers de façons de jeu avec des tris, des clientèles différentes, intérieures, extérieures, petits groupes, multi-âges, qui s'adaptent pour vrai à chacune de vos réalités. Il n'y a pas de petits ou de grands camps au Québec, il y a des camps de jour au Québec. Donc, Pète ton jeu est là avec la communauté qui s'est déployée autour. Il y a également repères culturels. On parle beaucoup souvent de sport, de plein air en camp, mais il y a aussi des activités de loisirs culturels et repères culturels. Et d'un côté, les chansons de camp. Je sais que en ce moment, je vous parle de ça, puis vous en avez sûrement une qui vous vient en tête. Je ne me mettrai pas à chanter ce soir, mais repères culturels en recense beaucoup. Et j'ai également, je sais, un volet bientôt qui s'en vient avec des activités là, de loisirs culturels à faire avec vos cocos et les animateurs. Dernièrement aussi, il y a l'application Calliocan qui est dans l'interprétation de la nature. Donc, ce sont des belles applications qui sont offertes gratuitement, accessibles pour vos équipes d'animation. Je vous en parle depuis tantôt aussi également de la QLM. On vous en donne, nous, ce soir, une formation. Mais si vous voulez savoir, creuser un petit peu plus, il y a des belles capsules qui ont été faites, qui ont été dernièrement mises à jour. J'ai fait le saut en préparant ma présentation. Le visuel a changé. Elles sont incroyables. Donc, il y a des capsules ici qui viennent présenter. Vous êtes certain ici ce soir, est-ce que vous êtes conseillé en loisir ou non, vous représentez quelqu'un? Bien, ces capsules-là ici viennent bonifier ce qu'on va vous parler en termes de camp. Donc, ce soir, ce que moi et Anne, c'est un mince aperçu de ce que les camps offrent. Il ne faut pas passer sous silence non plus les associations québécoises pour le loisir des personnes handicapées. Et là, on a parlé de clientèle aussi. Anne en a dit un mot, des clientèles vulnérables en accompagnement. Donc, le coco en situation problématique, mettons, dans la salle de bain. Il y a des RLPH, donc chacune des instances régionales pour le loisir des personnes handicapées. Il y en a une par région administrative également, mais ils ont aussi des beaux outils. Il y a un recensement de pratiques inspirantes en termes d'accompagnement et également un outil qui est vers l'intégration réussie. Donc, comment on reçoit la demande à est-ce qu'on l'accepte ou non. C'est un beau processus avec une réflexion et je fais un lien avec mon dernier PICO qui est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Cité des PDJ.
qui dernièrement a sorti un beau rapport, donc en 40 jours municipaux, les accommodements des enfants en situation de handicap. Je vous inviterai à le lire. Il y a un sommaire et il y a également le rapport plus long, là, mais ça donne un mince aperçu au niveau de l'accompagnement. Il ne faut pas les oublier. Il faut bien se questionner et bien réfléchir. Et en gestion de risque, c'est important. 2 autres ressources qui sont partenaires avec nous. La Fondation Tremplin Santé, donc quand on parle de saines habitudes de vie, mais ce n'est plus que seulement saines habitudes de vie aussi. La Fondation Tremplin Santé peut aborder également des thématiques comme la santé mentale, l'image corporelle, la distinction des genres, les identités, la variance de genre. Donc, ce sont des thématiques de la Fondation Tremplin Santé. Vous pouvez être membre, c'est gratuit et vous recevez une panoplie d'outils. Il y a des belles formations également qui s'en viennent, autant pour les gestionnaires, les coordonnateurs et les animateurs. Il y a des sommets Tremplin Santé, mais il y a aussi plein de petites capsules web qui sont accessibles pour vos équipes. Quand on parle de formation, là, tous ces gens-là en ont des gratuites aussi pour offrir et bonifier vos programmes de formation. Finalement, je vous parle du Conseil québécois du loisir qui chapeaute avec les 7 organisations nationales le programme d'AFA. Le programme d'AFA, de formation d'AFA, c'est le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est une formation qui a été élaborée il y a plus de 10 ans maintenant, donc par 7 organisations nationales, dont le Réseau des URLS, l'Association des camps, Vacances Québec, Vacances familiales, les COUT, les centres communautaires, et je sais qu'il m'en manque un ou deux, mais bref, ce sont des belles organisations qui se sont regroupées pour mettre ensemble tout leur contenu de formation et établir un 33 heures de théorie qui veut pour l'animateur. Anne l'a dit, il n'y a pas de loi. Là. Il y a plein de lois, en fait, mais spécifiquement pour lesquelles il n'y en a pas. Mais cette formation-là se veut celle qui est commune également partout. Donc, un animateur qui a fait son DAFA chez les scouts est reconnu au niveau des municipalités, est reconnu au niveau du réseau, est reconnu chez l'association dans un camp de vacances, par exemple. C'est une formation qui est de base et commune, donc à tous. Donc, quand je vous parle, je vais revenir là-dessus. Anne disait qu'il y a une panoplie de lois qui vient encadrer le loisir. C'est également un rôle que votre agent URLS peut vous faire dans l'interprétation de ces lois-là. Beaucoup de questions qu'on reçoit en ce moment, c'est les zones grises, la CNSST. Et là, en plus, il y a un projet de loi qui sort donc pour encadrer le travail des animateurs entre 14 et 16 ans, 14 ans et moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux-tu l'engager? Combien d'heures? Autorisation de parents, pas de parents, tout ça, ces zones-là. C'est le rôle, entre autres, que votre agent URLS et l'Association des camps. C'est des questions auxquelles on peut vous aider à répondre et interpréter. Si nous n'avons pas la réponse, on peut aller la chercher, vous accompagner dans les démarches pour la trouver. Tout est une question de moyens, d'essayer de trouver le plus possible les réponses pour ensuite de ça, vous preniez la décision la plus juste et la plus éclairée pour vos cas. Je vous ai comme lancé ça de même, inquiétez-vous pas, les liens sont là dans le PowerPoint. Probablement que vos gestionnaires ont déjà entendu parler, au moins je l'espère, d'une des ressources que j'ai nommées. Sinon, ces ressources-là sont listées également dans un répertoire d'outils qui se trouve sur le site de l'Association des camps et sur le site du réseau des URLS. Là. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai passé sous silence la Société de sauvetage, la TSAM, la Ville de Montréal, des documents de la Ville de Québec, etc., qui sont partagés. Là. Mais tout ça est entre les belles mains autant des collègues à Anne que des agents URLS. Dans toutes ces infos-là qu'on vous a données, peut-être que vous vous sentez un peu... peut-être en fait que vous ne connaissiez pas beaucoup le dossier des camps, puis que là, vous vous sentez un peu dépassé. Ne paniquez pas. Dans tous les risques qu'on a vus ce soir, choisissez-en un ou deux que vous allez regarder de plus proche dans la prochaine année, puis que vous allez questionner. Prenez ceux qui vous semblent le plus important, puis que pour vous, c'est le plus important d'adresser. Les autres y attendront, les autres risques. Dans un sens, ils étaient là avant, ils vont être là après, dans le sens où on va les gérer. Regardez pour vous ce qui est le plus important, puis choisissez aussi un peu vos combats. C'est important comme élu ou comme direction générale. Puis, regardez c'est quoi les meilleurs moyens pour votre organisation, votre propre milieu, pour les régler, ces risques-là. Avec tous les outils que Audrey vous a présentés, vous avez vraiment une panoplie d'options qui s'offrent à vous, qui s'offrent à votre municipalité pour pouvoir encadrer adéquatement puis vraiment offrir un service de qualité, peu importe la grosseur de votre milieu, que vous soyez un tout petit
petit camp de 10 participants ou que vous soyez un très gros camp de 700-800 enfants. Parce qu'on en avait là, dans la présentation qui étaient vraiment des très gros milieux. Donc, vraiment, ça s'adapte partout, ces outils-là. Que vous soyez membre de la Sécu ou pas, vous avez accès à beaucoup de ressources, puis vous avez toujours l'accompagnement des URLS. Vous pouvez nous poser des questions sur plusieurs choses, si vous voulez, sur la gestion des risques, sur des différentes situations que vous avez vécues en camp puis que vous voudriez des réponses, que ce soit pour des employés, que ce soit aussi pour des questions d'accompagnement, des questions d'intégration des clientèles à besoins particuliers. Des fois, il y a des questionnements là, qu'on a entourant tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on est disponible pour vous à l'instant. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé et puis on vous souhaite une belle soirée à ceux qui veulent quitter.